Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode du Jardin des Sources, en compagnie de Pierre, encore et toujours. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Et aujourd'hui, on n'a pas eu le désir d'emprunter une thématique spécifique. Peut-être serait-ce une thématique, puisque hier on était au café avec Pierre, et on discutait un petit peu, on faisait une petite rétrospective de la façon dont Pierre abordait généralement les différents sujets traités, notamment lorsqu'il s'agissait de traiter de sujets de société ou personnels. Et je soulevais l'idée, des auditeurs soulevaient l'idée aussi et m'en parlaient, de dire que Pierre était non pas... Enfin, ça c'est la conclusion, il était en quelque sorte fuyant en généralisant toujours le sujet autour de la thématique psychanalytique, et en évitant souvent de donner son avis sur des sujets de société pour ne pas se montrer soi-même. Et on a discuté de ça hier, et on va prolonger cette discussion après tout. Qu'est-ce que toi tu en penses en tout cas de ce regard-là ? Je le ramène à une réflexion personnelle, c'est-à-dire à travers les rencontres que j'ai pu faire. Je trouvais ça intéressant. J'aime rencontrer les autres, de toute façon, parce qu'ils sont comme une terre inconnue, je veux dire, qui reste à découvrir avec du merveilleux, du plus ordinaire aussi, mais sûrement. Mais c'est des étonnements qui m'intéressent, là, de croiser l'autre ou les autres. Mais notre discussion, justement, je la trouve très vraie pour une raison simple. C'est que la question que je m'étais posée sur moi dans ces différentes rencontres, c'est que je ne me sentais pas dans le regard des autres, je ne me retrouvais pas moi-même, c'est-à-dire je ne sais pas quelle est la validité de la perception que j'ai de moi. Et quand je dis je sais pas, c'est vraiment je sais pas, pour plein de raisons. C'est ce qui fait souvent la timidité quand on est jeune, je suppose. C'est-à-dire, on ne sait pas comment on doit être, comment on est, ou quelquefois, on peut mettre de la valeur aux choses. Ça, je crois que je m'en suis guéri un peu. Mais dans le fond, c'est se rapprocher, je dis rapprocher, de qui je suis et où je suis. Et dans le fond, il y a beaucoup de questions sans réponse. Mais quand même, ce qui revient, c'est toujours la famille, le parental, l'injonction qui m'a été faite dans le parental, et il n'y a pas de raison que je n'ai pas les mêmes obligations ou les mêmes traumatismes des autres. Et ce traumatisme, c'est quoi ? C'est de se dire que dans sa perception des choses, on est terriblement imprégné du comportement de ses parents qui eux-mêmes étaient conditionnés par une histoire. Et ils ne pouvaient pas se débarrasser de cette histoire, même le jour de leur décès, puisqu'elle a conditionné mon histoire personnelle et les différents événements, y compris les événements qui sont des événements de rébellion, puisque la rébellion joue un rôle important de ma vie, c'est-à-dire le transfert sur les autres et les institutions, les idéaux dont parle Platon et dont je parle beaucoup. Je fais une bise à tout le monde. Et je les premiers, comme les autres, je les transférés sur l'autorité scolaire. Et ça a été la guerre. Vraiment la guerre.
Ils sont venus, c'est vrai, me chercher sur mon accent toulousain, puisque j'avais 12 ans et j'étais venu à Toulouse. J'étais inscrit au lycée Henri IV, et ça a été terrible pour eux, puisque le prof de musique, je trouvais que c'était une offense pour la musique, et je lui ai balancé l'encrier dessus, ce qui m'a valu quelques petits problèmes. Et ensuite, ça a été la détestation pour des raisons d'intelligence, je dirais quand même. La prof de français qui me met 0 parce qu'elle comprend pas, avec mon accent, dit-elle à ma mère, elle comprend pas ce que je dis dans la récitation que j'avais à réciter le lundi matin. Ça m'a mis hors de moi, mais ça a été une guerre terrible. Bon, conclusion, au bout de 6 mois, j'ai été viré du lycée Henri IV et je suis allé de collège en collège et j'ai appris à être un Parisien, dans le fond. Mais il faut quand même, à mon avis, c'est quelque chose à discuter qui est très intéressant. Aujourd'hui, je me dis que sa violence est toujours un transfert et s'adresse pas au monde, mais s'adresse à quelqu'un. Et l'objet de ma violence, c'était ma mère. D'ailleurs, elle m'a filé une belle claque, et moi, je jouissais de l'avoir mis dans un état de colère. Au moins, elle me parlait, disons, à travers la colère. C'était un plaisir personnel. Mon père était un peu inexistant, pas du point de vue de la personnalité, parce qu'il avait, comment dire, prouvé qu'il s'était battu il était déporté en Tchécoslovaquie, tout ça, qu'il avait aidé plein de gens. Mais il était enfermé dans un monde personnel, paisible, je dirais. Il n'était pas compliqué. Maman, elle avait plus une recherche, je dirais, intellectuelle. Elle aimait les gens cultivés, comme notre ami Minard, ou d'autres, ou Morgenthaler, mon parrain, qui travaillait pour les éditions Privat. Et on sentait chez elle une certaine admiration, elle qui a été d'un milieu très très pauvre et très violent, d'une certaine façon, une violence élaborée. Je pense pas que tu as cultivé une part de l'analytique et du cérébral dans l'optique de plaire à ta mère? Mais bien sûr. Bien sûr. Ça me paraît évident. Et c'est tellement bien fait qu'on ne voit plus la source de ce qui a fait, malgré soi, puisque j'en ai saisi le danger. C'est un des éléments avec le génital de notre aliénation, donc j'en ai saisi le danger. Mais celui qui saisit le danger est captif de ce danger. Il est le premier à pouvoir en parler, comme nous disions. C'est pour ça que je suis très très ouvert à cette liberté en soi qui consiste à pouvoir nommer les choses dans une réalité qui est toujours libératrice. C'est quelque chose d'évident que le non-dit ou l'organiser autour du silence ou de la fuite ou du transfert sur les autres ou les idées, la société, les policiers, les idées, ils peuvent s'organiser. Tout ça, c'est une fuite et que j'ai participé. Tu as complètement raison. Mais il y a plein de choses que j'ai refusées aussi, beaucoup de refus. C'est de sentir que dans cette dimension-là, où je me débrouillais pas trop mal, je n'étais que l'objet du désir de ma mère. D'où les sabotages, mon cher Hugo, que tu as mis en évidence d'une manière irréfutable. J'ai saboté, oui. Est-ce que tu penses qu'il puisse exister l'entretien du silence, du regard que tu as sur toi, d'une forme de sincérité envers toi-même, par l'élaboration de l'analytique au service du concept, mais pas au service du regard que tu dois porter sur toi. Oui. Se servir du concept pour parler de soi, et ce que certains auditeurs ressentent, se servir du concept pour ne pas parler de soi. C'est complètement vrai. Mais le vrai acteur dans tout ça, c'est que mes profs, alors que j'avais que 12 ans, je les mettais KO en 10 secondes, intellectuellement. Ouais. Donc, je dis pas que ça m'appartient, il n'y a pas à tirer une gloire de quelque chose qui vient de la nature. Mais il est évident que ma colère trouvait un point d'appui formidable.
et qu'elle était tenace. Bon, toi, t'es pas en colère, donc tu n'as jamais... J'en aurais pas les moyens, de toute façon. Si. Et comment? Nous, c'est pour ça que nous avons, à côté de notre amitié, aussi une proximité, je dirais, de nos pathologies. Et on s'appuie, bien sûr, sur Sur des armes communes. oui, qui sont une forme intellectuelle. Et je pense qu'on ressent d'ailleurs l'aspect pathologique de cette disposition. Mais il y a des choses pour lesquelles, justement, je pense qu'on se libère de cette attache, de ce conditionnement. Alors, tu sais, dans mon idée de la réduction de l'être à l'objet, etc., j'ai parlé d'une méthodologie de la disparition de soi dans le vivant, donc dans la relation aux autres. Donc on est un visage, on est un personnage, on est ce qu'on veut, mais on se sent le seul habitant d'un pays qui vous libère et qui vous protège des autres. Oui, on n'est plus très vivant, mais ça, l'important, c'est de se sentir que personne n'est un intrus dans cette protection-là. Mais je crois que, il me semble, et tu as eu les mêmes sentiments, dis-moi si je me trompe, que toujours, la présence de l'autre, quel qu'il soit, que ce soit un parti politique, que ce soit quelqu'un de proche, une parenté, la présence de l'autre qui dévore, comme je l'avais mis à un moment donné sur le texte, qui nous dévore petit à petit, eh bien la présence de l'autre est un ailleurs. Et on devient, grâce à cet ailleurs, et dont la colère trouve l'exploitation, on devient étranger à soi-même. Et c'est sa disparition qui est l'acte qui est le plus volontaire de cette histoire de notre propre fragilité qui a été en souffrance à un moment donné. On peut aussi ensevelir sa propre souffrance inconsciemment en générant tout un narratif ou un mécanisme, un fonctionnement que seule une amitié sincère par le regard d'autrui peut aussi révéler. Notamment au sujet de la forme que peuvent prendre les podcasts, dans l'idée que tu, habilement et de façon géniale, tu arrives à cacher une part de ce qui sont tes affects. Je n'avais pas prévu que tu serais là pour mettre le doigt et dire « il est dans sa cachette !» Voilà. Et c'est vrai, j'ai pas pu dire autre chose. Et d'ailleurs, nous avons ça de commun, que nous aimons la vérité. Même si on fait beaucoup d'efforts pour la cacher, malgré nous. Et c'est vrai qu'elle nous libérera, et j'ai trouvé tout de même, je l'ai trouvé par l'écriture, dans le fond. Tu as beaucoup contribué à me mettre en condition, d'une manière quelquefois une marche forcée, sur quelque chose que tu considérais conforme à mes dons. Mais je veux dire, ça m'a appris quoi? C'est que quand les choses se passaient, avec l'exclusion d'un ailleurs où on disparaît, à l'intérieur, il se passait la naissance de soi. Que ce soit la musique, tu vois, de ce dont je parle, que ce soit les écrits, que ce soit beaucoup de choses, c'est cette dimension créatrice où on se reconstruit autour de l'unité de l'être intérieur. Je suis pas le premier à dire ça, mais il me semble que on disparaît dans cette dualité sur les deux histoires dont nous parlions au sujet de la maladie, de cette dualité. On disparaît dans l'ailleurs et c'est le symptôme. Et l'ailleurs, ça peut être plein de choses. Ça peut être une jolie fille dont on veut les faveurs. Ça peut être l'adhésion à un parti politique. Ça peut être énormément de choses d'ailleurs. Sous différentes formes, le pouvoir et l'appropriation du pouvoir. Voilà. On veut adhérer à ce qui nous fait de nous un objet disparu. Je pense que c'est ça. Et dans la création, c'est exactement le contraire. Il n'y a pas d'autre ou d'ailleurs, où il est minimisé, il n'est pas actif. Il y a la composition émotionnelle d'un sentiment ressenti. Tu le sais mieux que personne sur ta batterie. Qui est présent dans ta relation à ta batterie et à la musique en général?
Quasiment personne. Et si c'est le cas, le morceau devient caduque, hein, Oui, parce qu'on est dans une oui. représentation, on n'est plus dans l'instant présent. Mais je trouve que c'est beau quand dans le fond, tu m'avais fait une petite prestation de batterie l'autre fois avec Fred, tu te souviens? Mhm. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que il y avait le talent, il y a ton talent, ta virtuosité. Et comme moi, dans le fond, tu es sur le lieu de ta virtuosité, comme par hasard. Et ta créativité. Tu es le créateur de toi-même. Au nom de ce talent qui te vient de la nature. Deus sive natura. Je rejoins Spinoza au moins là-dessus. Pas sur toutes les normes, mais là-dessus, oui, je le rejoins. Dans cet élan naturel de joie, d'enthousiasme, et puis ce désir, on se demande d'où il vient, de faire mieux, de travailler, c'est entre soi et soi. Oui, mais c'est une manière de... C'est le lieu où on met au centre de soi ses affects. Et Oui, si on les cache et oui, on les réprime, en oui, fait, voilà, rien ne peut naître voilà. de la Oui, fonction créatrice. oui. Et tu remarques qu'on est le seul lieu où personne ne vous met en danger. Sauf évidemment si on a progressé dans la considération de soi. Mais généralement, si on a eu l'audace de mettre en avant ce talent qui est le sien, la personne qui vous met en danger, qui était le fruit de cette espèce d'expérience de notre enfance, elle n'est pas là du tout. Mhm. Elle n'est pas là du tout. Ni pour dire c'est bien, ni pour dire c'est mal. Elle est ailleurs. Et c'est cet ailleurs qui est parasité dans la relation et conditionné par ces émotions construites au temps de notre enfance. Voilà, c'est cet ailleurs. Alors, pour revenir à notre sujet, tu parles de ma mère, mais ça a été comme... Un jour, je vais te parler d'une anecdote. Je rentre de l'école, rue Riquet à Toulouse. J'avais donc 11 ans, à peu près, 10, 11 ans. Et j'arrive et je vois mon père en train de fumer, comme ça, la pipe. Je vais vers lui, je lui prends sa pipe et je la balance par la fenêtre. Il me regarde, et il me dit, je sens que ça vient de loin, il me dit, mais pourquoi? Il me dit, mais pourquoi? Parce c'était lui qui avait l'amour de la femme que j'aimais. Voilà pourquoi. Elle était belle, ma mère, en plus. Mais comme toute Oedipe commun, je l'aimais d'autant plus qu'elle était inaccessible pour un fils. Et ce qui est drôle, c'est qu'en général, l'amour inconditionnel d'une femme, c'est pour un enfant, pas pour un mari. Alors c'était probablement le cas, mais le problème qu'avait ta mère de t'aimer, dans tout ce que ça représentait de t'expliquer qu'elle soit mère et qu'elle se refuse de l'être par rapport soit à la condition de la femme ou à la condition de sa propre mère, fait que tu as eu la perception que ton père t'avait volé ta mère, alors que c'était probablement l'inverse, mais que tu ne l'as jamais su jusqu'à sa perte. Oui. Jusqu'au jour de sa perte. C'est curieux parce que quand je suis revenu de mes voyages, j'ai eu une toute petite discussion avec papa. Et mon père m'a regardé, il m'a dit, tu sais, à notre époque, on ne parlait pas. Et longtemps, il m'a demandé, pourquoi tu fais pas des études? Il a eu la responsabilité de l'église, j'aime bien le lapsus, des éditions Privat, il a été directeur de l'imprimerie, etc. C'était pas, puisqu'il avait, c'est Pierre Privat qui me l'a dit, sauver sa vie en captivité en Tchécoslovaquie. Il m'a dit, ton papa m'a sauvé la vie. Du coup, par sa gratitude, quand ils sont rentrés à Toulouse, il a demandé que papa travaille à la comptabilité. Il n'était pas comptable du tout. Mais c'était une reconstruction de l'époque. Hein. Et il a été, et puis après, il avait un poste de direction, etc. Donc il n'y avait pas de traces de bêtises, mais c'était pas un intellectuel au sens de la culture. Alors que Minard ou Morgenthaler, mon parrain, ils étaient c'est des hommes de l'université, on peut dire. Mais papa, pas du tout. En fait, le problème, c'est que t'aurais pu facilement plaire à ta mère si t'avais fait des études d'intello, mais tu lui en aurais quand même voulu
du fait qu'elle t'ait aimé pour une raison plutôt qu'inconditionnellement. Oui, Et du coup, tu étais ouais, dans cette tu as raison. Tu as impossibilité. raison. Et c'est ce que j'ai refusé, parce que n'empêche que quand j'ai été viré du lycée Henri IV, c'est moi qui ai pris la claque. Mhm. Donc elle avait bien un projet. Elle l'avait d'ailleurs pour mes deux sœurs, qui ont eu de gros problèmes personnels, dans le sens où Chloé, elle me disait, mais je rêve tout le temps de tombes, de trucs comme ça. Elle avait des... Des rêves morbides. Oui. Et je crois que, dans le fond, le combat de ma mère, c'était par rapport au féminin. C'est-à-dire maintenant, après avoir passé du temps, je pense qu'elle ne supportait pas la maternité. D'exister dans une définition de l'identité soumise à l'obligation de maternité, comme à cette époque-là, les femmes. Il y avait chez elle une espèce de révolte. Elle avait dans le fond un grand amour, je le mets entre guillemets, pour mon père, parce qu'il était assez effacé. Parce qu'il était inoffensif. Oui, oui, oui. Parce que l'homme de culture dont elle parlait, qu'elle admirait, elle n'aurait pas pu l'épouser. Il était trop dangereux, oui. Mais je vais te donner... je me souviens de mon grand-père au pont des Demoiselles, dans le canal du Midi, qui allait pêcher tout le temps. C'est un homme absent. Et ma grand-mère, c'était une femme très agressive. Je pense qu'elle l'a découillé 1000 fois, le pauvre garçon. Mais regarde, et c'est parlant. Quelquefois, je parle de cette anecdote, où je me souviens, on avait passé des vacances en Espagne, et mes parents passaient, tu sais, c'était le Super 8, je sais pas où, 8. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils mettaient le film, mes grands-parents étaient là, ils regardaient les films, dont ma grand-mère, qui était une femme qui n'avait aucune culture primaire. Tu te souviens de l'anecdote? Et tu te rends compte, quelqu'un qui puisse dire, parce que pour rigoler, mon père le met à l'envers, le film, évidemment, au lieu de plonger du plongeoir, je reviens sur... Et elle dit, je dirais, elle ose dire, ah, il est dégourdi, le petit. Mais c'est incompréhensible. Le niveau de primaire, qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas intelligente, mais ce qui veut dire qu'elle ne pouvait être habitée complètement que de sa colère, tellement elle était en situation de dépendance par rapport au monde, aux autres. Je veux dire, elle n'avait pas de vie, cette femme. Elle n'avait que de la colère. Et je me souviens, elle était dure. La mère de Fred, pareil. Ah, une colère, j'aimais bien Simone. Elle était loin d'être bête, elle s'intéressait aux livres et à la culture, par contre, mais la colère de cette femme, et on peut dire dans le fond, toi, moi, on a été confrontés, comme tout le monde quasiment, à la colère de cet ailleurs dont je parlais tout à l'heure, qui peut être une façon de disparaître pour se protéger. Et il est certain que si nous nous mettons à renaître à nos propres yeux, ça veut dire qu'on prend en considération les dons et les talents que tu as mis en évidence, qui sont les nôtres, mais ça veut dire qu'on va avoir un sentiment de danger de nouveau. Parce que on peut s'exposer à celui qui nous a dit que on était tellement minable qu'on aurait été mieux si on avait été quelqu'un d'autre que soi, en tous les cas. Cet éloignement de nous-mêmes et de cette vérité de nous dont nous parlions au début, eh bien, elle signifie que on n'est plus en sécurité si on est quelqu'un d'autre que soi. On en a fait l'expérience émotionnelle. Et je crois que dans l'histoire, tu le disais, Hugo, mais c'est complètement vrai, dans mon histoire familiale, dans le fond, et la vie que j'ai menée après, mes voyages, mes recherches, tout ça est complètement imprégné de ma relation à ma mère, où, dans le fond, je ne savais pas qu'est-ce qui aurait fait qu'elle pouvait m'aimer dans mon être, parce qu'elle avait un problème avec le masculin, et qu'il était impossible pour elle de pouvoir aimer un homme, je suppose, dans cette dimension-là, qui était pour elle, qui l'exposait autant, par le mépris qu'elle avait des hommes et de son propre père aussi, et cette mère qui s'était substituée
Ça, c'est toute une école. Eh bien, la virilité, parce que l'homme de la famille, c'est chez les parents, c'était la mère, et Et c'était donc, pas le père. si tu avais eu cette expérience-là et ce savoir, tu aurais répondu à ton père qui te demandait pourquoi tu n'avais pas fait d'études supérieures. Là, tu aurais pu lui répondre parce que je veux plaire à maman. Oui, j'aurais été vrai, c'est pas dit qu'il aurait compris, euh, mais oui, j'aurais dû lui dire ça. Et en même temps, je sais que si j'accomplis le désir de maman, j'existe dans le désir de quelqu'un Mhm. d'autre. Il n'y a pas de bonne solution que celle dont nous parlions sur la création qui est de nous et la naissance de nous dans l'acte créateur, qui fait que dans la musique ou dans autre chose, et aujourd'hui dans la réflexion, ou même les podcasts, je me sens bien parce que je dis ce que je veux, ou j'ai envie, on a un échange. Oui. Et par exemple, tu vois, quand on parle de l'acte créatif, moi, j'ai pas de tabou à dire ce que je fais artistiquement, ce que je crée. Mais il y a toujours quelque chose que tu cites peu, voire pas, même si ça me concerne aussi, c'est l'écriture, parce que ça doit te concerner. C'est un peu, on va dire, le centre de ce qui va permettre de libérer tes affects et de, de parler de ce qui te concerne. Mais tu le cites jamais non plus, tu vois. Non. Et si les gens ne te connaissent qu'au travers du podcast, bah, dans le fond, ils ignorent que tu as pour projet d'écrire un livre. Oui, ouais, Et tu vois, ça reste presque un tabou pour toi oui, de parler de quelque chose qui te permette de te réaliser, oui, oui. alors que ça fait, j'imagine, partie désormais, parce qu'avant, effectivement, j'ai pu un peu te forcer à pousser la porte de l'écriture, mais depuis un certain temps, je t'en parle pas, et pourtant, Hmm, hmm, tu te permets d'écrire oui, pour toi, oui, et les gens l'ignorent, parce que ça oui, reste encore, pour toi, de représenter le droit d'écrire et d'exprimer une part de tes affects par ce biais, ouais, c'est un tabou à tes propres yeux, mais encore plus aux yeux des autres oui, potentiellement. C'est pour oui, ça que... oui. C'est-à-dire, c'est une tentation de plaire aux autres, d'être connu, par exemple, qu'on parle de toi, de moi en l'occurrence. C'est une tentation vis-à-vis de gens qui sont mes ennemis, à travers ma colère d'enfant qui a été vis-à-vis d'éducation nationale, qui n'a jamais pas, parce que même j'ai quand même eu un rapport à l'enseignement, etc. Mais tout de suite, tout de suite, ça a été orienté vers le professionnel. Je voulais pas entendre parler 5 minutes de quelque chose que je n'admirais pas, qui est de côté fonctionnaire et pas du tout pédagogique, de l'éducation nationale comme appareil de destruction du vivant. Pour moi, c'était ça et pas autre chose. Ça n'a pas changé, remarque. Et j'ai pas regretté, puisque j'ai travaillé beaucoup avec des chambres de commerce, avec des instituts, etc., fait de l'orientation. Et j'ai aimé ça, c'est rencontrer les autres à travers le professionnel, ça me paraissait plus concret. Mais la reconnaissance, dans le fond, de quelque chose d'individuel et de personnel, vous êtes performant, la bonne note, pour moi, c'est quelque chose une détestation. Parce que c'est ta perception pour justifier le fait de ne pas naître à toi, parce que moi j'ai sorti un livre, je l'ai pas fait pour avoir une quelconque Oui, reconnaissance. oui, je crois que tu as raison. J'ai donné naissance à un livre pour me donner naissance à moi-même. Après, qu'il Ouais, soit lu ou pas, dans le ouais, fond, ça me concerne ouais, plus, oui, c'est vrai. tu vois. Moi, je crois que tu as raison. C'est un prétexte. La vérité, cette relation entre soi et soi. Et je veux dire, une forme de solitude et de détresse dans cette solitude. Dans le fond, regarde, je me dis, avec... imagine que mon père, dès que j'ai été, dès mon enfance, ait pu faire plein d'activités avec moi. Qu'on ait ri ensemble, qu'on ait pu rire ensemble. Parce que je me souviens dans ton livre où j'ai fait une partie du prologue où je parle de cette complicité qui aurait pu être rêvée, hein, et elle est valable complètement pour moi, parce qu'il n'était pas là non plus là-dessus. Je n'ai rien partagé avec lui. Même pas des idées. Je sais pas, il aurait pu être communiste, et j'aurais été communiste pour vivre avec lui des choses Mhm. communes. Non, il n'était pas communiste, pourtant son père bon, avait une action politique, mais lui pas du tout. J'ai plutôt eu ça comme héritage, mais je n'ai rien
c'est pas que j'avais quelque chose contre lui. Déjà, j'avais la chance qu'il était respectueux dans l'absence. Mais l'absence, c'est quand même terrible, l'absence. Je trouve que dans la création, précisément, il y a la revendication de donner un corps à l'être, qui est passionnant dans le rapport au corps et le langage du corps, et qui, moi, me passionne dans ton projet, justement, et ton travail de professionnel. Parce que je pense que c'est le centre de beaucoup de choses, la dialectique du corps. On la respecte pas dans tout ce qu'elle dit. Et c'est fondamental, cette dimension du langagière du corps. C'est fondamental. Parce que tu le dis quelquefois, Hugo, c'est l'incarnation. Et l'incarnation, c'est quelque chose que l'on dit. Même si c'est un silence et une absence, c'est quelque chose que l'on dit. C'est quand même, je n'ai pas Eh ben, c'est ce qu'a dit la professeure, la maîtresse, quand j'ai chanté là, avec la chorale, et son chute, toi, Pierre, chute. Il fallait que... Elle a détruit une carrière de bluesman. Oui. Eh ben, n'empêche, pourquoi elle me dit ça alors que je dis pas que j'aurais été un bluesman de type de ceux que l'on aime, mais je me débrouillais pas trop mal avec la voix, justement. Mais on aurait dit que dans le fond, ce chute, c'était toute et je veux dire, j'ai fait ma première communion, tu m'as vu avec les beaux trucs, et ça aussi, c'était très dans l'église, ce qu'ils appelaient la modestie ou l'humilité, la discrétion. Moi, j'appelle ça l'atteinte au vivant, mais bon, il fallait rentrer. Comme par hasard, la discrétion, c'était s'immerger dans un monde normatif et donc politique. Et le bon citoyen, il fermait sa gueule et il n'était pas pour le désordre. Tout ça est institutionnalisé. Et ma haine pour l'éducation nationale, c'était la perception, à travers ce qu'avait été mon enfance, que l'institutionnalité est une politique. C'est pas quelque chose de... Et c'était une politique, mais quelles que soient les politiques, je l'ai compris tout de suite, ce sera toujours incarné dans l'institutionnalité, c'est-à-dire dans la redistribution des pouvoirs et des intérêts. Toujours, quelle que soit l'opinion. C'était pas là. Mais cette politique, c'est lié à la volonté de puissance qui nous guérit aussi d'une histoire émotionnelle. Et c'est ce qui fait que mon regard sur ces choses-là a changé. Elle a changé, mais mon opinion, je l'ai eue très tôt. Tu réalises que j'ai jamais voté de ma vie. Voter, pour moi, c'est une négligence intellectuelle. Je veux dire, comme si ça se passait au niveau des idées. Platon dirait « idéos, aplanissement de l'être ». Là-dessus, il a raison, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais là-dessus, c'est vrai, c'est un aplanissement de l'être. Dans la conformité, l'être dans sa beauté disparaît. Et je crois que l'Église, c'était un organe, et pourtant je suis croyant et je l'ai été depuis longtemps, mais pour moi, c'est un organe politique qui concernait l'intérêt et pas du tout le religieux. On peut toujours mettre Dieu dans le coup. D'ailleurs, même quand on massacre les autres, on met Dieu dans le coup. Quelle que soit la religion. C'est pour ça que j'ai des amis qui peuvent critiquer des religions. J'ai toujours pensé que toutes les religions sont suspectes. Hein. Toujours. Et que dans cette expérience que j'ai eue avec André Chouraqui, ce qui m'a frappé, c'est d'abord la belle personne que c'était. Tu peux dire qui c'est pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui, André Chouraqui, c'est quelqu'un qui a fait, on parle de la Bible de Chouraqui d'ailleurs, qui a retraduit plein de documents chrétiens d'ailleurs, enfin de la Bible, c'est-à-dire hébraïque, la Bible hébraïque et chrétienne, le Coran, etc. Après qu'on se soit rencontrés au temps où j'habitais à Jérusalem, je l'ai croisé parce que c'était un ami de Danielou et qu'il avait produit un livre avec Danielou qui s'appelle Les Juifs, sur l'histoire des Juifs, et ils étaient très proches. Et il a su, je sais pas comment,
que j'étais là. Il a dû Danielou l'appeler peut-être. Il y a Pierre fusillé, donc. Il y a le grand Pierre, mais qu'est-ce que tu faisais à non, Jérusalem? Alors ça, c'est une. Dis donc, je vais pas tout mettre Oui, oui, dans non. J'aimais la dimension archaïque du vieux Jérusalem. Le neuf, j'y suis même pas allé Mhm, à côté. Tu sais, ces trucs là, la ville juive. mhm. Alors la ville ancienne, tu avais l'impression que tu rentrais au Moyen Âge. Tu ouvrais un bouquin et tu avais l'âne, les marchands, les épars. Et j'adorais ça. Je sais pas pourquoi. Et alors, je suivais la Via Dolorosa, donc j'allais prendre mon café en bas de la Via, qui est mieux quand même que la douleur, la crucifixion. Et puis, c'est quelque chose de personnel et d'affectif, dans le fond. Et j'ai eu envie. Et là, c'est lui, donc je disais André Chouraki, qui est très réputé comme exégète et juif, mais qui était très ouvert. Hein. On m'a parlé, ensemble de Jésus, de plein de choses. Il a même traduit le Coran, bon, qui moi me motive moins. Mais j'ai passé un moment d'un échange humainement merveilleux, magique, même avec un athée, hein, j'aurais pu le vivre. Son ouverture, ses interrogations, etc. Et tout de suite, il m'a parlé de sa passion de l'époque, qui n'était pas du tout la traduction. C'était avant qu'il commence ça. Donc, on était en 74. Et il m'a parlé de quelque chose qui, moi aussi, était central. C'est chez Isaïe, l'idée du serviteur souffrant. Et ce texte, et je le trouve absolument merveilleux, ou de dire, pour aller faire court, celui qui n'intéresse personne, dont on a l'impression qu'il n'a pas de don, qu'il est moche, on se couvre même le truc pour pas le voir, le visage, c'est le gars qui n'est rien, et que ce rien est la naissance d'un merveilleux. Voilà. Et c'est lui que Dieu choisit pour. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, le serviteur souffrant d'Isaïe. Et on s'est retrouvé là-dessus, lui pour qui c'était une passion, ce texte d'Isaïe, depuis longtemps. Et juste après mon départ, il l'a laissé tomber. Il n'a pas été, saisi par l'importance, du point de vue de la théologie et de la philosophie, de l'idée que être rien ou se regarder comme rien, c'est la naissance du merveilleux en soi, dans la réalité de soi qu'on ignore. Et moi, tu me connais un peu maintenant, c'est vrai que c'est pas être la vedette, machin, en politique ou musical, ou être... Bon, tout le monde joue pas ce rôle-là, d'ailleurs, qui fait qu'on est quelqu'un de merveilleux sur le quotidien, où souvent, il faut faire face à, à Les impératifs de la vie sociale. Oui, réalité du quotidien, être présent à l'autre, qu'on fait toujours maladroitement, on n'aime jamais assez, etc. C'est cette réalité de nous déchus à nos propres yeux qui est le début et le commencement de la naissance de nous et qui grandit dans ce merveilleux qui est l'expression dans l'incarnation de la musique, de la poésie, de ces dons que l'on a forcément ignorés, et maladroitement. Donc, ce serviteur souffrant, je trouve que c'était un texte magnifique. On a passé toute la matinée à discuter d'une manière passionnée, mais de ça. Et puis, il a laissé tomber, puisque moi, je suis rentré à Paris, et il a laissé tomber ça pour les traductions. Ce qui est bizarre, parce que les traductions, ça le faisait exister dans une dimension de réussite personnelle. Et une vision de soi, comme quoi laisser une trace de soi c'était à l'opposé du serviteur souffrant. Et pour lui, peut-être ça menait nulle part. Alors que maintenant, on dit la Bible de Chouraki. Je parlais avec des amis à l'époque, je me disais, pourquoi faire une énième traduction? Il y a la Bible de Jérusalem, il y en a... Tout a été fait, Ségon, enfin, il y a des Bibles qui ont été traduites d'une manière très différente. Puis, pourquoi il a voulu laisser une trace? Je trouvais, en plus, je trouve que c'est pas une réussite, quoi. Ah oui, tu l'as feuilleté? J'ai feuilleté parce que
il y avait un passage, sur certains passages, j'ai pas lu Oui, oui. beaucoup, sur les béatitudes. Et les béatitudes qui sont traduites du grec, c'est heureux les pauvres, heureux les... En grec, amazein. Et ça, on ne sait pas. On dit que c'est le sermon de Jésus sur la montagne, mais on ne sait pas ce qu'il a dit dans sa langue araméenne qui est la sienne. On ne connaît que la traduction grecque. Et ma foi, moi, je trouve ça très beau. Mais lui, comme il ne sait pas, il est allé chercher un document syriaque pour dire, et il a traduit en avant les pauvres. En avant, ah ben je me suis dit, mais non, non, c'est pas possible. En avant, et puis quoi en avant? Tu À la guerre, te crois à l'armée ou à la guerre, quoi? les doux. Ah oui, non, mais en avant, c'est improbable. Improbable. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Bon, alors, comme je n'avais pas de contact avec lui une fois rentré à Paris, j'allais pas lui dire, mais c'est nul ta traduction. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ait laissé tomber cette admiration profonde qu'il avait pour Isaïe, ce texte d'Isaïe, et qui pour moi est resté quelque chose de fondateur pour essayer de se donner un rôle de théologien, qu'il était un peu, mais sur un théologien qui, dans le fond, qui avait beaucoup de mal à se démarquer de cette trace juive qui était sa culture à lui, et bien qu'il avait comme projet de le rendre universel et traverser l'ensemble des religions, il n'empêche qu'il était, à mon avis, très très en difficulté par rapport à cette idée que le serviteur souffrant, c'est le pauvre juif un peu tel qu'on se l'imaginait dans la culture, et je crois que ça a joué sur l'inconscient, sûrement, ça, cet abandon total. En tous les cas, moi, j'ai pas abandonné, ça m'est resté le texte qui a, comment dire, habité ma pensée depuis toujours, c'est-à-dire que dans le mépris qu'on peut avoir de soi, de n'être rien, il y a le commencement d'un autre homme en soi, qui est l'enfant qui pleure et que l'on console, et qui est une vérité de soi, qui est du merveilleux, qui demande à s'incarner. Et ce que tu fais avec le corps, quand il parle de ce mépris de soi, le corps, ce mépris de n'être rien, il va trouver des... Enfin, ça, tu pourrais discuter mieux que moi. Oui. Des difficultés musculaires, il parle de cette manière-là. C'est pour ça que c'est tellement beau d'essayer d'interpréter ce que dit le corps quand il y a une souffrance intérieure non dite. Il dira pas les mêmes choses que quand c'est dit. Et c'est la difficulté, c'est de pas refouler justement une souffrance personnelle. Et quand tu m'as parlé hier, pour y revenir, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il faut que tu puisses dire que toi aussi, tout ce que tu dis, que tu penses, n'est pas étranger à ta souffrance. Et que comme tout le monde, t'as été dans ta solitude, t'as été dans ton désert, en souffrance, et que tu l'as dit par plein de choses, mes voyages, mes expériences religieuses, etc., mais que c'est pas clair. Tu essayes aussi de le sublimer autour d'un équilibre de la création et d'une interrogation créative. Et je me suis dit, est-ce que tu as vraiment peur de dire, je suis comme toi, celui qui peut m'écouter en ce moment, j'ai des blessures émotionnelles de mon enfance, et elles existent toujours, surtout si elles ont l'air de plus exister. Voilà. Et je dis, mais non, j'ai pas peur de le dire, donc je le dis. Et c'est la meilleure façon de lever le refoulé. Oui. Que ce soit dit par le verbe ou par le corps. Oui, c'est vrai. Et donc, comment ça va en ce moment, Pierre? Qu'est-ce qui te passe par l'esprit en ce moment, ces derniers temps? La peur. La peur. Parce que tout ce que je dis comme ça, c'est entre toi et moi. Et je sens bien que dans l'écrit, il va se passer des choses qui sont déjà écrites d'ailleurs, qui vont... c'est ce que je disais à ma femme ce matin, Fred. Elle me dit, mais t'en parles pas mal des autres et de la répercussion. Je lui dis, mais parce que je suis sûr que ça va me mettre là où je ne veux pas aller,
C'est-à-dire que ça va avoir un écho peut-être important pour certains. Je sens que s'il faut que je le fasse, je le fais. Alors je le fais, après au revoir. Hein. Je sais pas si tu me laisseras partir volontiers, mais en tous les cas, une fois fait, et j'ai toujours cette idée du service, hein, d'être là pour ça, et de témoigner d'ailleurs d'une chose qui m'appartient pas du tout, parce que tu as été le témoin de quelque chose qui traverse comme ça, qui me traverse, et je suis pas du tout il n'y a pas du tout une relation, logique, ou c'est vraiment quelque chose de l'esprit d'un autre qui me traverse. Et dans le fond, pourquoi pas, si t'es serviteur, te laisser traverser par quelque chose qui est pas à toi, Et qui est qui est plus pas grand de que toi. toi, qui est plus grand que toi, largement. Mais c'est déjà beau que je puisse avoir cette utilité. Et en quoi je reconnais qu'elle est légitime, c'est euh, elle est féconde par rapport à cette capacité qui ne m'appartient pas du tout de permettre à d'autres que ça devienne une nourriture pour eux et de se libérer de ses propres... Et dans ce domaine-là, spirituel, dans le fond, il y a une telle confusion et plein de gens qui confondent l'ambition personnelle et la spiritualité, que pour moi, c'est quelque chose d'important d'arriver à pouvoir dire la vérité, c'est-à-dire à quelqu'un que moi, je suis pareil que lui dans des chagrins que j'ai eus et que j'ai toujours, des souffrances et des chagrins, et que, comme tu le fais avec la musique et avec ton métier d'ailleurs, tu peux les mettre à disposition des autres, et tu sens que quand ça leur fait du bien, eh ben ton action est légitime. Voilà, c'est tout, parce que j'espère que cette fécondité sera de se mettre à disposition de personnes qui ont un tel mépris d'eux-mêmes qu'ils ont du mal à vivre avec eux et de se dire, bah tiens, c'est peut-être pas légitime La d'avoir plupart des quelque gens, chose. la plupart des gens, ils ont peur que ça ne marche pas. Mm. Et toi, c'est l'inverse. Finalement, t'as peur d'aller dans ta propre direction, de faire ce que tu dois faire. Oui, j'ai peur que ça marche trop bien. Trop bien, je parle pas de succès ou Oui, de choses oui. comme ça. Trop bien en ce sens que ça sollicite en nous la tentation de la puissance. Et comme c'est le centre comme corruption du désir pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, la puissance, même si je la comprends, puisque je l'ai quand même, à travers ma colère, j'en parlais, je l'ai appliqué souvent. C'est quand même une blessure que l'on se fait à l'intérieur de ce qui est le plus beau en soi et qui nous fait respirer, qui est l'amour, la tendresse. Et est-ce que tu penses pas que de façade, te servirais de la notion de l'humilité pour cacher le fait d'être effrayé d'être toi et de définitivement perdre ta mère dans ton esprit? Je pense que la difficulté, c'est ça, oui, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, la difficulté, ça reste d'être moi, plus que ce que je pense être un danger, qui est encore une fois un leurre, et c'est de perdre le sens de ce que toute ma vie, qui était que j'avais de l'amour pour ma mère et que je voulais, en bonne Oedipe, qui s'accomplisse, et que je regarde en moi, qu'est-ce que je gardais en moi? C'est le sentiment de pas être comme elle aurait aimé que je sois. Voilà. Et il fallait quoi? Il fallait que je sois ce que je deviens aujourd'hui, peut-être, maintenant que ma vie se termine. C'est-à-dire, je vais être lu par mes textes, mon livre. Ça, elle aurait adoré. Elle aurait adoré ça. Mais elle est plus là, donc je suis quand même plus tranquille. Et est-ce qu'elle est véritablement plus là? Elle est plus là. Alors ça va être important, tu vas pas me dire le contraire, toi qui es un spécialiste du corps. Elle est plus là physiquement et c'est important, oui. Très important. Mais qu'elle soit plus là dans cette figure symbolique et cette présence même, qui est une présence de, Lacan parlerait de la forclusion de l'être pour nous, qui fait qu'on appartient dans le fond à l'autre, si elle est toujours là, bien sûr.
Elle est toujours là. Mais je crois que de pouvoir être moi-même dans ce sentiment de donner quelque chose d'utile aux autres, qui a été possible aujourd'hui, je pense que ça m'a sauvé d'une certaine manière, pas du fait qu'elle n'est plus là, elle est toujours là, mais elle a moins de pouvoir, puisque je- j'ai j'ai quand même choisi d'être moi-même à un moment particulier, dans les dons qui étaient le mien, ça... Et ses pouvoirs, ou son pouvoir principal, c'est quand même de pouvoir provoquer en toi, la colère que tu transfères dans le refoulement sur ton rapport aux autres que tu as pu avoir, hein, je veux dire. Oui, 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 c'est vrai. Et c'est un C'est des vrai, indicateurs que son bien pouvoir sûr. s'étiole, Oui, parce plus la que colère tu as s'éloigne de complètement toi. raison. Je suis moins en colère, largement, je sens. Je vis mieux avec émotionnellement. Je suis différent. Et c'est curieux, dans le fond, que je rencontre ce que j'aime avec beaucoup plus de facilité que ce n'était le cas avant. Et je veux dire, c'est curieux de découvrir la capacité d'aimer que je n'avais pas. J'étais un handicapé en raison de la colère dont tu parles, Hugo. Eh bien, de découvrir qu'on est à l'amour et qu'il vous fait naître physiquement. Et à un âge quand même très avancé, où on est plus proche de tirer sa révérence, mais tant pis, puisque je crois que l'amour continue et s'achève et s'accomplit dans une autre naissance qui est propre à la mort. Mais je suis heureux de le vivre aujourd'hui, d'être capable de cet amour-là, qu'il s'agisse d'amitié, de ses enfants. Mais évidemment, ça va avoir des conséquences. Si je suis plus capable de le vivre, je vais aussi réveiller en moi une certaine pauvreté de moi-même qui va pouvoir saisir immédiatement qu'elle est en danger, parce que aimer, c'est ressentir un danger tout de suite. C'est pour ça qu'on existe dans le personnage dont tu parles bien, qui se construit à travers des normes, des idées, des ceci et des comportements, parce qu'on se sent protégé des autres et de l'autre. Et dans l'amour, on ne se sent pas du tout protégé, on se sent exposé. Mais dans le fait de s'exposer, c'est tout de même les conditions de sa propre naissance. Et c'est un homme nouveau et un monde nouveau. On ne le voit pas de la même manière. Et cette liberté que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas du tout. J'étais dans mon métier, oui, parce que bon, j'étais un peu loufoque d'une certaine manière, mais ça marchait bien. Mais c'était un personnage de théâtre, je dirais. Et j'aimais bien ça, je l'aime toujours, ce côté théâtral. Mais dans la vérité de moi, je suis plus capable de donner quelque chose de ce qui me touche, dans le fond, et de ce qui me blesse. Parce que si on est présent à ses amis et à ses amours, on triche pas. Et si on triche pas, on est capable d'enlever son armure. Voilà. Et c'est à ça qu'on reconnaît cet rapport à soi-même et le fait qu'on puisse parler de soi avec cette... dans ce désir, le projet d'une vérité de soi qui nous fait pas peur. Et il me semble que tout à quoi je crois est dans cette naissance de soi, et que c'est plus clair que je suis un pécheur et je vais aller voir quelqu'un qui va me permettre d'être pardonné ou des choses comme ça. Ça n'existe plus trop maintenant, ça, mais ça a été l'Église dans cette capacité à protéger son intérêt à travers la culpabilité de l'autre. Et ça a Bah, été... après la confession a été remplacée par, le psychologue et la thérapie, hein, Hmm. Oui, oui, il me oui. semble, hein. Oui, 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 oui. C'est toujours la même histoire de l'intérêt et de ses conditions d'application et Mmh. des formes de l'être appropriées. Donc toujours pareil, toujours pareil. Mais je veux pas être dans la colère hein, ou dans l'idée qu'un monde intelligent, nouveau, qui serait évidemment le mien, va naître. Non, je dis si on peut être heureux avec soi, eh ben c'est une conquête merveilleuse.
Et, et heureux d'être soi. et c'est le cas aujourd'hui? Ah oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Je dis pas que j'arrivais pas à avoir des espaces que je trouvais passionnants. Il y a beaucoup de choses que je trouvais passionnants. Mais c'est des sublimations de, de ce que je te disais d'une souffrance et de chagrin de l'enfance qui était plus que refoulée. Et aujourd'hui, évidemment, il y a cette peur quand toi, tu réveilles des peurs anciennes. Mais c'est vrai, c'est plus vrai, quoi. C'est être soi, c'est plus vrai. Tu deviens, dans cette joie, quand même un acteur de ta propre naissance, qui fait aussi que tu offres aux autres la possibilité qu'ils puissent s'appuyer sur ton regard pour naître eux aussi à cette beauté et à ce merveilleux qu'ils ne soupçonnaient pas qu'ils étaient. Et je trouve que ça, c'est une motivation formidable de rétablir cette vérité du merveilleux d'une personne. Avec cette idée d'ailleurs que c'est cette détestation de soi qui vient d'une influence éducative, qu'elle soit l'école ou plein d'autres choses, qui nous informe dans de ce que l'on est, de ce que nous ne sommes pas plutôt, et qu'on on le dérive en certitude, puisque c'est ce qui fait qu'on sent très bien qu'on a déçu son père, sa mère, qui on veut, et que c'est une souffrance de les avoir déçus. Mais c'est la seule relation possible. Si cette souffrance et ce chagrin-là n'existent pas, la relation n'existe plus. Et on ne veut pas qu'elle n'existe pas. Donc on préfère être le minable qui pense que l'on est. Et c'est le mépris, on le sent bien, le mépris qu'ils ont à un moment donné sur celui que l'on devient. On préfère adhérer à leur regard parce que c'est la condition de la relation. Et la première, à mon avis, la naissance de soi, c'est la première rupture, comme la naissance tout court, physique. Et je suppose que ça, dans le langage du corps, il doit y avoir des choses qui se passent qui sont absolument extraordinaires par rapport à cette modification dans l'incarnation du regard que l'on pose sur soi et du fait qu'on est en rupture. C'est ce que dit d'ailleurs la psychanalyse, hein, elle parle d'une rupture, ce que Lacan appelle la forclusion. La forclusion, c'est pas l'obéissance qui tue le désir, l'obéissance au regard que l'on pose sur soi, c'est se désolidariser du mépris que l'autre a de soi et se dire non, moi je vois pas la même personne quand je me regarde que celui qui m'a regardé de telle manière. Voilà, il suffit de... Et bon, il y a moins de colère, il y a moins, on se rend compte que on prend une place. Le problème, c'est que pour couper ce fil, il faut aussi s'imaginer que ça va, et ça le regarde blesser l'autre, si on se réhabilite soi, parce que en nous abaissant, il a tenté de s'élever, et même ça nous regarde pas, mais on se dit quand même, parce qu'on l'aime, qu'on le veuille ou non, Oui, oui. on lui veut pas du mal, notamment parce qu'on a été avant tout sa victime, et qu'il y a souvent une binarité dans la façon d'aborder les rapports humains, quoi. Oui. Et qu'on s'imagine devenir le bourreau, dans le fond, de simplement réhabiliter l'image que l'on a de soi à ses propres yeux. Oui. Je me demande si dans cette colère-là dont tu parles, on n'est pas quelqu'un, dans le fond. Quand on est proche du bourreau. Et... quand on est petit enfant ou enfant, on est quelqu'un, on se sent être quelqu'un, parce qu'il y a une imprégnation du père ou de la mère qui est totale. Et que dans le fond, c'est ça, je veux dire, sentir être quelqu'un, même si c'est pour une mauvaise raison, on est preneur. On est preneur. Oui, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Oui, oui, c'est ça. Tu as raison. On nous a adressé une fonction, celle de la victime, et ça nous a quand même fait exister. Oui, oui. Le temps d'un instant assez intense. Oui. Il n'y aurait rien de plus intense qu'un braquage. Oui. C'est pour ça quand Heidegger dit qu'est-ce qu'ils ont fait de nous, c'est une mauvaise formulation, à mon avis. C'est qu'est-ce que déjà l'amour a fait de nous, c'est-à-dire l'amour dans sa fragilité. Parce que dans le fond, quand on est enfant, on ressent immédiatement
que l'on n'a pas les moyens de se défendre. C'est une composition émotionnelle, et c'est ça qui va faire quelque chose, qui va faire l'objet dont le but va être, par imitation, de se défendre, d'être, comme l'a fait d'ailleurs le père ou la mère, qui eux-mêmes avaient l'injonction de ne pas être eux-mêmes dans la réalité de l'amour qui est la fragilité, mais de devenir ce personnage susceptible de violence, donc de se protéger lui-même. Il est extraordinaire que la plupart des gens qui ont eu cette enfance, disons, blessée, et il y en a qui l'ont eu gravement, deviennent extrêmement violents jusqu'à faire disparaître violemment tout ce qui est vivant. Et ça naît évidemment d'une blessure parentale qui est souvent où l'on devient souvent l'étranger dans le monde où on existe, insuffisant économiquement parlant, il y a plein de raisons qui fait que tout ce qui est vivant devient un danger permanent. Et il ne reste plus que pour être ce quelqu'un, être violent quand on les voit, les jeunes à 13 ans, 14 ans, qui se retrouvent en prison, etc., avec des politiques qui ne pensent qu'à la répression, un ordre très binaire qui veut dire « t'es pas comme moi je suis un type bien, et je vais te mettre en prison parce que t'es pas quelqu'un de bien ». Bon, il me semble que la vérité est quand même plus compliquée, quoi. Il y a ces blessures-là de gens qui cherchent à survivre dans un monde différent et qui ont comme ressource cette violence primaire, quoi, et animale de détruire qui n'a pas de sens puisqu'ils vont le payer cher le plus souvent. Mais tout ce qui est vivant est ennemi. On paye toujours sa violence, ce soit aux yeux des hommes ou à ses propres yeux. Oui, tu as raison. Si on est les premières victimes de sa violence, là. C'est évident. Et de sa colère. Voilà. Bon, très bien. Et toi, comment vas-tu ? Moi, ça va bien. Je suis en forme. La santé avant toute chose. Depuis que tu vas mieux par rapport au genou, ça t'a quand même... C'était un souci, cette histoire de genou. C'est vrai, je pense que ça a beaucoup plus joué sur ma psyché que je ne l'imaginais. Oui. Pour la simple et bonne raison que ça a réveillé en moi une certaine notion de blessure d'injustice. Parce que initialement, je me suis blessé, on va dire que je l'avais pas mérité, mais que je l'avais cherché en quelque sorte. J'ai joué un jeu con, gagné un prix de merde, je sais plus quelle est l'expression en anglais. Oui. Sauf que effectivement, j'ai eu des complications elles n'avaient pas été induites par ma conduite de convalescent, mais par, on va dire, le fait d'avoir gagné au loto, la malchance d'avoir une complication. Et ça, je crois que ça m'a mis un coup au moral parce que ça m'a arrêté, moi qui suis quelqu'un de dynamique, et toujours le désir d'aller de l'avant, selon les béatitudes de Chouraki, c'est ça. Mais avant tout, d'être vivant, et vivant dans le mouvement, en quelque sorte. Et peut-être, j'ai ressenti comme ça, je peux me tromper, tu me dis, peut-être que ce qui est déprimant, c'est de sentir qu'on ne contrôle plus. Ah oui, tu veux soulever l'idée que est-ce que c'est vrai, cette idée-là ? Je pense que si on croit en l'illusion du contrôle, on peut ressentir le malaise de perdre le contrôle. Mais t'y crois pas ? Fais attention parce que tu vas me faire rire dans 2 minutes. Tous ceux qui t'aiment pensent à toi comme une force et qui aime bien contrôler quand même. Certes, pas mal de personnes me perçoivent ainsi. Qui n'empêche pas évidemment de... Mais je me laisse assez souvent porter. Oui, complètement. Surtout en fait, la notion de contrôle, je la laisse au vestiaire dans tous les domaines qui seraient pervertis par l'idée de contrôle. Oui. Mais après, à l'échelle du quotidien, de faire des calculs économiques. Non. Voilà. Non, mais des choses comme ça, il existe des notions de contrôle. Ouais. Après, à l'échelle de mon observation de la nature humaine, et peut-être que c'est une façon de me protéger de mes propres affects, j'ai une façon d'analyser les rapports humains qui s'apparente à une forme de contrôle, mais qui, même sans la nécessité de me projeter de qui que ce soit, existe. C'est-à-dire que, même sans la volonté de contrôler qui que ce soit, j'observe des choses quand même à l'échelle de mon être,
qui font qu'on peut dire, tiens, t'arrêtes pas de penser, t'arrêtes pas de cogiter, d'être dans l'analytique, mais sans que ça puisse me servir aussi, c'est plus fort que moi. Alors, Oui, oui. est-ce que ça fait partie de mon être? Quelle est la part, comment dire, de la peur qui dirige en moi la volonté de contrôle? Mais j'ai eu plus d'une fois à vivre l'expérience de ne rien tenir, et je crois pas avoir fait preuve de stress particulier Non. vis-à-vis de ça. Je crois que j'accepte assez sagement D'accord. ma condition D'accord. humaine. En revanche, quand j'ai la sensation que s'impose à moi quelque chose d'injuste, c'est-à-dire Ouais. qu'il me tombe de la foudre 2 fois de suite sur la tête, la première fois je l'accepte, la deuxième fois j'en suis triste. Non pas que j'aurais imaginé esquiver la foudre, Ouais. mais simplement parce que être malchanceux, ça me dérange. Voilà. Plus que de raison, j'entends. Voilà. Ça me rappelle ce que tu me dis, une expérience avec un groupe de gens qui n'étaient plus jeunes, et puis qui devaient avoir 30 ans, 35 ans, j'adorais ces groupes-là, et qui reprenaient des études et repassaient leur bac. Et je leur faisais les cours de mathématiques. Et je me souviens, j'allais commencer le premier cours, et j'entends au fond de la salle, « De toute façon, je suis nul en maths. » Ah, évidemment, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé. Mais je me tourne, je dis, qui a dit ça? Alors je me suis approché d'elle, et je dis, tu dis que t'es nul en maths? Oui, je suis nul en maths, c'est même pas la peine que j'étudie, etc. Mais je lui dis, t'as l'air en colère, je lui dis. Oui, je suis en colère, oui. Ah bon? Et pourquoi? Contre les maths? Oui, c'est parce que je suis nul. T'es sûr que t'es nul? Je lui dis. Oui, je suis. Eh ben, je vais te donner une solution qui va te faire du bien. Ah bon? Elle me dit, ah bon? Oui. Je crois pas du tout que t'es nul en maths. Mais par contre, il y a quelque chose dans les maths qui te dérange. Ah oui, quoi? T'es pas agréable, vachement. Et alors, j'ai dit, alors je la regarde, je me rapproche, je dis, que ça te plaise ou non, 2 fois 2, ça fera toujours 4. Ça a été un monde nouveau. Eh ben, tu vas pas me croire, elle a eu la meilleure note lors des examens et au bac aussi. Quelqu'un qui se voyait et se percevait comme étant nul. Cette idée de contrôle, c'est que quelque chose d'autre contrôle que soi. Mhm. Et d'une certaine manière, ça libère de se dire, il y a quelque chose qui nous porte, y compris dans le corps. Je pense à ton métier, que les gens disent les choses avec le corps, mais il y a dans le corps, s'ils savent ce qu'ils disent, qu'ils vont mettre en mots et libérer le corps de porter cette dialectique-là. Et ça a été, c'est fou quelquefois comme ça, de penser les choses en termes de langage, c'est une libération pour la personne qui fait que elle va arrêter de jouer au con, quoi, en se disant, ah, je suis bon à rien parce que c'était fait pour me scandaliser, en fin de compte. C'est pas grave de pas être bon en maths. Par contre, d'être dans la colère, ça va bloquer tout le processus d'apprentissage. Et j'aimais ça, j'aimais cette approche-là qui libère quelqu'un. Ce que je disais tout à l'heure, de la détestation de lui-même comme pédagogie de l'absence. Eh bien, peut-être que je peux pas m'empêcher de penser que ta colère à toi et cette idée de contrôle et l'événement du genou, c'est un langage aussi. C'est un langage composé parce que tu penses souvent ce que tu dis de l'incarnation. C'est-à-dire, tu dis quelque chose quand même. Tu vas me trouver pointilleux, mais je me venge un peu de toi. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais quand tu as eu le problème de cette opération, de post-opératoire, eh bien, je dis pas que c'était conscient, ça l'était sûrement pas, mais je pense que on peut réfléchir à l'hypothèse d'une volonté de dire quelque chose, justement, à son corps, lui dire, de toute façon, c'est moi le patron, on va faire tant de kilomètres, Oui. Peut-être, hein, mais il peut y avoir ce dialogue, et le corps répond, mais moi,
Mhm. Je peux pas tenir ça. Enfin, c'est pas moi qui décide, c'est la nature. Et là, il y a quelque chose qui nous parle, hein, dans le fond. Ce qui a entrechoqué, ce qui s'est entrechoqué en fait avec la seconde opération, c'est ma volonté de rationalisation Oui, face à un imprévu, pas irrationnel, mais bon, j'avais une chance sur 1000 que ça se produise. oui, Donc, la part de hasard que je dois libérer en moi, et si je l'acceptais, dans le fond, j'aurais eu plus de légèreté à vivre cette expérience-là. oui, Et c'est cette légèreté-là qu'il faut que oui, moi, je oui, porte en moi oui, pour mieux aborder les choses. oui, Mais je le concède, mais ça reste à une échelle assez... quand il m'arrive quelque chose, globalement, je l'accepte. Mais il semblerait qu'il faille que je passe encore à une étape supérieure, puisqu'il m'arrive souvent, justement, en plus d'être plus malchanceux que de oui, raison, oui, et que même quand... En fait, j'ai une façon, justement, de rationaliser un problème de façon à presque me prémunir d'en souffrir. oui, Je me blesse, oui. par exemple, quand je me suis fait le ligament croisé, je me blesse et je le sais avant tout le monde. Et oui, Donc je et le oui, dis, je sais et déjà oui, ce que je vais et faire, oui, oui. je réfléchis déjà à ce que va être le lendemain, comment je vais m'arrêter de travailler, comment je vais vivre, comment la rééducation se passe. Je fais des vidéos Oui, dessus. oui, oui. Bref, en fait, même dans ce cas de figure, je suis pas la victime. Oui, Je suis victime de rien. oui, Même blessé, j'ai gagné, tu vois. oui, Et en fait, finalement, cette surblessure, c'est une manière de me dire, eh ben, t'as le droit de souffrir aussi. oui, oui. Est-ce que c'est pas une manière de se dire, de dire à son tortionnaire, tu crois que c'est toi le patron? Non, c'est parce que j'ai bien voulu que ça se passe comme ça. Mhm. Ce qui est pas faux d'ailleurs, Oui, oui. parce que tu en as tiré une force qui est une force créatrice. Moi, je pense que il aurait pu se faire du souci, celui qui s'en prenait à toi. C'est toujours vrai d'ailleurs. Mais est-ce que tu as voulu, est-ce que tu avais été dans ce dialogue avec ton corps? Enfin, toi, tu t'y connais mieux que moi, hein. C'est ton métier. Ce dialogue entre le corps et l'émotionnel en nous. Il y a un mystère incroyable qui est passionnant. Mais ça n'appartient qu'à toi. Quel est ce dialogue que tu as pu avoir avec ton corps, qui reste quand même le langage de l'inconscient? Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission parce que j'ai plein de choses à dire et je pourrais faire Ah oui, ah oui. Alors moi, ça m'intéresse. la chronologie du dialogue entre mon Voilà, corps et moi, voilà. qui a été parsemé de violence, quelle que soit la forme. Et on prend rendez-vous pour ce sujet-là? Et oui, Oui, moi, ça me passionne, oui, ça. très bien. Eh bien, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, Et avant ça, un bon week-end. et avant ça, un bon week-end. Merci Pierre. Salut Hugo. Salut. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon,